Monde numérique. De l'IA, des robots et de la souveraineté au programme cette semaine de Monde numérique. De l'IA et des robots tout d'abord chez Nvidia, le géant américain des puces pour intelligence artificielle faisait son show et vous allez voir que la nouvelle star de la Silicon Valley a plus d'un tour dans son sac. L'actu, c'est aussi Meta qui lance enfin son intelligence artificielle en Europe, l'Union européenne qui de son côté s'en prend à Apple, et en Italie la parution du premier journal entièrement écrit par une intelligence artificielle. Le débrief transatlantique avec Bruno Guglielminetti comme chaque semaine en direct de Montréal. On va s'intéresser à Alexa Plus, la future version de l'assistant intelligent d'Amazon, qui deviendrait apparemment très gourmand en données personnelles. On va parler aussi de souveraineté numérique de ce côté-ci de l'Atlantique avec le coup de colère d'une centaine de grandes entreprises européennes. À propos de souveraineté, justement, on n'en sort pas. Un peu de hauteur dans la deuxième partie de cette émission avec deux invités pour parler de démocratie en Europe face à l'intelligence artificielle à l'occasion de la sortie d'un rapport qui brosse un tableau pas franchement encourageant sur le sujet. Je reçois l'ancien député européen Jean-Marie Cavada et le directeur de l'Institut français de la souveraineté Bernard Benamou. Ce n'est pas tout, on s'intéressera enfin à des professionnels de la tech dans les entreprises qui sont de plus en plus mis sous pression, ce sont les DSI. La présidente de l'événement Ready for It qui aura lieu à Monaco au mois de mai est mon invitée. Bienvenue à l'écoute de Monde numérique, l'hebdo du 22 mars 2025. Monde numérique, Jérôme Colombin. C'est parti pour Monde numérique, l'hebdo, le meilleur de la tech, chaque samedi, sur toutes les plateformes de podcast. Le meilleur de la tech, c'est notamment Frogans, dont je vous parle chaque semaine, cette technologie française innovante de diffusion de contenu sur Internet. Des mini-sites très graphiques qui fonctionnent partout sur ordinateur, smartphone, tablette ou même dans les casques de réalité virtuelle, mais qui ne passent pas par un navigateur classique. C'est assez innovant. Et pour assurer le développement de Frogans, la société F2R2 qui est au cœur de cette innovation, lance actuellement une offre de titres ouverte au public. Ça veut dire que si vous voulez investir et soutenir un projet français unique en son genre, eh bien vous pouvez acquérir des actions de F2R2. Il s'agit d'une opération déposée à l'AMF. Pour souscrire, c'est simple, il faut aller sur le site f2r2.fr. Et pour en savoir plus sur Frogans, partenaire de cette émission, retrouvez l'interview du fondateur Alexis Tamas en audio sur le fil du podcast Monde Numérique ou en vidéo sur la chaîne YouTube ou encore sur le site mondenumérique.info. L'événement tech de la semaine, c'était un show comme la Silicon Valley seul peut nous en offrir et sait nous en offrir, avec la star du moment, j'ai nommé Jensen Huang, le patron de l'entreprise de cartes graphiques Nvidia. Personne ne le connaissait il y a un an. Aujourd'hui, si vous êtes un peu geek, évidemment son nom vous dit quelque chose. Pourquoi est-il au sommet avec ses cartes graphiques ? Eh bien parce que ça fait 2 ans que les cartes graphiques ne sont plus seulement utilisées dans les ordinateurs de gamers pour le jeu vidéo, mais pour faire tourner les gourmands algorithmes d'intelligence artificielle. Et comme ça ne vous a pas échappé, la petite révolution ChatGPT et consorts est passée par là, eh bien, tout le monde se jette sur les cartes graphiques de Nvidia. Résultat, l'entreprise est au sommet et mardi dernier, donc 18 mars, à San José, Californie, au fin fond de la Silicon Valley, dans un amphithéâtre visiblement trop petit pour accueillir la foule en délire qui se presse désormais à chaque prestation de Jensen Huang, eh bien, il a donc fait les dernières annonces concernant la compagnie. Alors officiellement, l'événement était consacré à la nouvelle génération de puces hyper puissantes de Nvidia, les Blackwell Ultra. Mais au-delà de cela, bien, ce qui est intéressant, c'est de retenir un peu deux choses. D'abord, le contexte de cette annonce. Le contexte, c'est que le phénomène DeepSeek est passé par là, le fameux modèle chinois d'intelligence artificielle, soi-disant beaucoup moins gourmand en ressources informatiques. Du coup, ça a un petit peu écorné l'image de la toute-puissance de Nvidia et le cours de bourse de la compagnie a un peu piqué du nez malgré la présentation très enthousiaste de Jensen Huang. Et puis, deuxième élément intéressant, eh bien, c'est la stratégie qui se dessine pour Jensen Huang, qui semble être déjà passé à autre chose, donc pas grave si on a besoin de moins de puissance
puissance dans les data centers, car maintenant, lui, son obsession, ce sont les robots. Cap sur la robotique. Pourquoi ? Parce qu'il a compris que l'intelligence artificielle dans les data centers, c'était bien, mais la prochaine étape, c'était de mettre également de l'intelligence artificielle hyper puissante dans les robots humanoïdes qui sont en train d'être fabriqués par différentes entreprises, aux États-Unis et en Chine principalement. Les machines sont là, il va falloir les rendre véritablement intelligentes et on ne pourra pas se contenter de simples petits modèles d'IA génératifs style ChatGPT qui répondent aux questions. Il faut vraiment des IA hyper puissantes capables de traiter les données de manière multimodale, c'est-à-dire de comprendre à la fois le texte, le son, l'image à travers des capteurs, à travers des caméras, etc. Pour cela, il faudra de la puissance informatique. Et là, NVIDIA montre qu'il est prêt à fournir tout ce qu'il faudra. NVIDIA va en quelque sorte fournir la matière grise des robots. C'est pour ça qu'il a présenté sur scène plusieurs robots, dont d'ailleurs une espèce de droïde que vous avez peut-être aperçu sur les réseaux sociaux. Un bonhomme, un personnage qui ressemble un peu au robot Wall-E du film de Walt Disney. Et d'ailleurs, ce droïde a été conçu conjointement par Disney et Google DeepMind. En résumé, donc, NVIDIA amorce peut-être un tournant, mais pour l'instant, tout va bien pour l'entreprise dirigée par l'homme au blouson de cuir. Il aura fallu presque un an. Cette fois, ça y est, Meta va lancer en Europe enfin son intelligence artificielle, Meta AI. Voilà, ça arrive là à partir de cette semaine en fait. Ça a commencé déjà à être déployé dans 41 pays européens, 21 territoires d'outre-mer. Meta AI, qui est sorti aux États-Unis en septembre 2023, mais dont le lancement en Europe a été retardé en raison de contraintes réglementaires. On en avait beaucoup parlé à l'époque, c'était l'une des premières conséquences en quelque sorte de l'entrée en vigueur des nouvelles réglementations sur le vieux continent. Ces réglementations que le monde entier nous envie, mais que les géants américains de la tech n'apprécient pas vraiment. Eh bien, le groupe de Mark Zuckerberg a confirmé que ce retard était dû à des problèmes réglementaires. Alors Meta AI, c'est quoi ? Eh bien, c'est un ensemble de fonctions intégrées aux différentes plateformes Meta. Donc, autant dire que ça en fait des plateformes Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, MetaQuest aussi, le casque de réalité mixte, ou encore les futures lunettes connectées Orion. Et très concrètement, eh bien, par exemple, dans WhatsApp, si vous l'utilisez, vous allez pouvoir désormais interroger l'intelligence artificielle directement à l'intérieur du groupe WhatsApp avec vos amis. Vous tapez @MetaAI, donc @MetaAI, suivi d'une question, et vous pouvez lui demander de l'aide, par exemple, pour préparer un voyage ou avoir des informations sur tel ou tel sujet, etc. Alors, à noter quand même que toutes les fonctions de MetaAI ne sont pas disponibles, et notamment pas la création d'images par intelligence artificielle. À propos de Meta encore, polémique aux États-Unis à propos d'un livre incendiaire contre la firme de Mark Zuckerberg. Et contre Mark Zuckerberg lui-même d'ailleurs. C'est un livre écrit par une ancienne employée de Meta qui s'appelle Sarah Wynne Williams et qui se retrouve très rapidement en tête des ventes aux États-Unis. Il s'intitule Careless People, autrement dit des gens indifférents. Tout un programme, c'est le titre du bouquin qui dépeint notamment Mark Zuckerberg lui-même comme un dirigeant pas très sympathique, froid, imprévisible, assez imbu de lui-même, et également sur le plan du business, sans état d'âme pour transiger avec les autorités chinoises et censurer éventuellement les contenus sur les plateformes s'il le faut, pourvu qu'on puisse s'implanter dans le pays. Cela dit, c'est un peu le jeu de toutes les plateformes américaines et de plein d'entreprises en réalité dans des tas de secteurs, y compris des entreprises européennes, mais dont on parle moins. Bref, fin de la parenthèse. Meta, de son côté, se défend face à ce brûlot en affirmant que l'employé a quitté le groupe en 2017 après de mauvais résultats professionnels et que son livre est, je cite, un mélange de vieilles affirmations et de fausses accusations. L'entreprise Meta qui a saisi en urgence un tribunal pour essayer de limiter un peu la casse. Toujours à propos des grands groupes américains, Apple est dans le collimateur de l'Union européenne, une fois de plus, avec un communiqué publié cette semaine qui a beaucoup énervé la marque à la pomme. En effet, l'Union annonce qu'elle va forcer Apple à rendre ses appareils plus interopérables. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Apple va devoir faire en sorte d'ouvrir un peu plus ses systèmes iOS et iPadOS notamment, pour que ses concurrents puissent connecter leurs appareils aux siens.
Concrètement, par exemple, une montre connectée Samsung, il faudrait qu'elle puisse recevoir les notifications Apple comme une Apple Watch. En tout cas, c'est ce que souhaite l'Europe. Évidemment, cela n'enchante pas Apple, dont tout le modèle économique repose sur cette notion d'écosystème fermé. C'était la vision de Steve Jobs, à la fois pour des raisons commerciales bien sûr, mais aussi techniques. Ça permet de mieux sécuriser tous les protocoles et tous les échanges de données. Apple met également en avant la confidentialité, la sécurité des données personnelles des utilisateurs. Mais l'Europe ne voit pas les choses de cet œil et arc-bouté, pourrait-on dire, sur son dogme concurrentiel. Eh bien, Bruxelles rêve d'un monde idéal où tous les équipements électroniques communiqueraient joyeusement entre eux. Et pour ça, il faut briser les chasses gardées. Alors, c'était difficilement possible avant. Maintenant, avec la nouvelle réglementation DMA, eh bien, Bruxelles s'en donne à cœur joie visiblement. Bon, la question, eh bien, c'est de savoir si vraiment le consommateur en sortirait plus heureux avec un système Apple ouvert aux quatre vents, un peu comme Android. En France, les messageries chiffrées comme Signal ou Telegram resteront chiffrées et confidentielles. Ainsi, on a décidé cette semaine l'Assemblée nationale qui étudiait la proposition de loi contre le narcotrafic déposée par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Ce texte proposait d'affaiblir en quelque sorte la protection des données sur ces messageries qui sont ultra sécurisées, qui sont en principe même inviolables. La solution proposée consistait à instaurer alors non pas une backdoor, c'est-à-dire une faille de sécurité dans le système qui aurait été accessible pour les services d'enquête, mais plutôt de permettre des écoutes passives invisibles. Donc, c'est-à-dire que les policiers auraient pu se brancher sur une conversation en cours sans que les personnes s'en rendent compte. Mais finalement, ça ne se fera pas, en tout cas pas dans l'immédiat, car dans la nuit du 20 au 21 mars, les députés ont rejeté les amendements qui avaient été déposés en ce sens. Et pour la petite histoire d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'il y a eu une panne à l'Assemblée nationale dans le système de vote, une panne technique pour se prononcer sur un sujet technique et il a fallu refaire la procédure de vote plusieurs fois. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que derrière ça, il y a un vrai sujet de fond qui revient régulièrement sur le tapis, dans différents pays d'ailleurs. Et c'est difficile à trancher car ce sont deux logiques qui s'affrontent. D'un côté, les forces de police qui butent sur ces messageries chiffrées utilisées par les criminels et qui voudraient bien pouvoir mettre en place des écoutes comme il y a des écoutes téléphoniques. Ça paraît légitime. Mais de l'autre, les défenseurs, on va dire les plus farouches de la vie privée, qui estiment que cela créerait un précédent dangereux. Alors les autorités affirment que les écoutes se feraient toujours dans un cadre légal, sous l'autorité d'un juge, certes, mais le problème, vous rétorqueront les autres, c'est que ce qui est sûrement vrai aujourd'hui en France, à l'instant T, sous un régime démocratique, pourrait ne plus l'être un jour avec un régime politique un peu moins respectueux de la vie privée. Or, l'actualité nous montre en ce moment que ce genre de régime n'est jamais très loin. Et on termine par une info qui en fera rêver certains et sans doute en fera pleurer d'autres. Le premier journal entièrement écrit par intelligence artificielle est sorti cette semaine. C'est en Italie que ça se passe. Un journal papier et une version numérique. Il s'agit d'une édition spéciale du quotidien italien Il Foglio. Une édition de 4 pages qui a donc été lancée, c'était en début de semaine, et c'est quand même un événement parce que c'est un petit peu une sorte de dogme qui est remis en question avec ce journal 100% IA, quand on sait l'extrême prudence des médias traditionnels vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Alors, il y avait déjà eu des expérimentations avec de l'IA dans certains médias, mais toujours jusqu'à présent sous contrôle humain, et là, c'est présenté comme du 100% IA. Alors, ça ressemble à quoi ? Eh bien, il y a des articles, par exemple, de politique internationale, il y a des articles sur Donald Trump, Poutine, il y a des sujets plus légers aussi, et le contenu globalement est plutôt propre, structuré, clair, sans faute, mais avec une particularité qui a été notée par les observateurs, c'est qu'il n'y a aucune citation de source humaine, c'est-à-dire que l'info est présentée que de manière un peu comme ça, sans jamais s'appuyer sur des acteurs humains. C'est assez étrange. Même les courriers des lecteurs sont générés par des IA. Voilà. La prochaine étape, ce sera peut-être de remplacer aussi les lecteurs par des IA. Comme ça, les IA seront avec les IA et elles se raconteront des histoires d'IA. Le débrief transatlantique. Le débrief transatlantique, nous traversons l'océan Atlantique pour passer de la France au Canada ou du Canada à la France. Salut Bruno Guglielminetti. Salut Jérôme Colombin à Paris. Merci de m'accueillir dans ton podcast, dans ton carnet, et tu es le bienvenu dans Monde Numérique.
Ben, j'allais dire pareillement, mais c'est déjà fait. Alors voilà. Une actu de fou cette semaine, Bruno. Il y a des trucs. On est gâtés. Ouais, on est gâtés, mais je sais même pas si on aura le temps de parler de tout. Écoute, tout d'abord, il y a cette décision un petit peu surprenante, qui fera pas forcément plaisir aux personnes comme toi et moi, gros utilisateurs de l'assistant intelligent, Alexa d'Amazon, puisque apparemment, eh bien, il y a du changement et il va se passer des choses, à l'intérieur, hein, d'Alexa. Désormais, tout ce qu'on va dire à Alexa va partir sur les data centers d'Amazon, c'est ça? Ouais, mais c'est pour notre bien. Tu comprends Bien bien? sûr. Oui. C'est donc Amazon qui a fait l'annonce officiellement. Donc, maintenant qu'elle a Alexa Plus, qu'elle est en train de faire le déploiement à travers le réseau, ben, ils ont tout simplement enlevé le opting out. C'est pas tout le monde, hein, qui avait cette possibilité-là, mais si tu utilisais un appareil, Echo avec un écran, Mmh. donc tu avais toujours la possibilité parce qu'il y avait assez de puissance dans le De processeur. puissance? Ouais. Ouais, ouais. Donc, tu pouvais faire travailler la machine, et régler, la recherche localement. Mais là, avec, cette nouvelle possibilité d'utiliser, Alexa Plus, alors ils ont dit: «Regarde, on va pas se badrer», expression très québécoise, On va pas se et quoi? se badrer, Se on va pas se baserer. préoccuper, hein. Ah d'accord, OK. Alors, on va pas se Merci. badrer et on Mmh. va tout simplement couper cette possibilité de opting out et donc, de facto, systématiquement, donc à la fin du mois, là, chaque fois que vous allez interpeller Alexa, comme on est en train de le faire et là, j'imagine tous les appareils des auditeurs qui deviennent fous. Oui. Donc, ben, c'est toutes les demandes vont être faites là, vont traverser l'Atlantique ou être servies localement, en Europe, mais vont aller dans les centres de Ouais. AWS pour être traitées. Alors, il y a une logique, technologique, hein, c'est-à-dire que comme, Alexa Plus, c'est, boosté à l'intelligence artificielle, il faut des ressources, donc il faut aller les chercher dans un data center. C'est vrai que quelque part, ça se comprend. Sinon, il faudrait des appareils, il faudrait changer tous les appareils. Ben, c'est ce Et qu'ils je souhaitent. D'ailleurs, ils sont en train de travailler sur une nouvelle génération d'appareils. Oui, mais c'est logique. Enfin, tu dis: «C'est ce qu'ils souhaitent». Moi, je trouve que ce qui est quand même pas mal, c'est que Alexa Plus va fonctionner sur y compris des machines un petit peu anciennes. Alors pas les Ouais, plus anciens, mais sur des assistants qui ont déjà quand même, quelque temps. ouais, mais Bon, le problème, c'est que ouais, évidemment, ça va faire peur à tout le monde ça, parce que, en termes de confidentialité des données. Déjà qu'il y a, chez certains, un peu de méfiance, hein, par rapport à Alexa. Même s'il faut rappeler que jusqu'à présent, c'est uniquement après qu'on ait déclenché l'appareil que, ce qu'on peut dire est enregistré ou est envoyé. ouais. Mais bon, là, ça va faire un peu flipper, en fait. Ouais, mais il y a aussi puis tu commençais à l'évoquer, mais moi, je vais poursuivre sur ta pensée. Merci beaucoup. Mmh. Il y a une approche mercantile là-dedans aussi. C'est le fait que, bon, ben, en enlevant le opting out sur tous les appareils qui existent présentement dans le parc des bornes d'Alexa, ce qu'on va permettre de faire, c'est d'arriver avec des appareils évolués et évidemment, les gens vont vouloir avoir cette possibilité de faire le traitement localement. Alors, il y a probablement des super utilisateurs comme toi et Ah moi ouais. qui vont décider d'acheter les nouveaux appareils pour que Ah ça ouais, se passe chez eux. Ouais. tu crois que les gens vont vous acheter un nouvel appareil pour justement ne plus avoir à aller dans le data center, à envoyer les données dans Ouais, le cloud? mais évidemment, il y aura de la valeur Ouais, je sais ajoutée pas. là-dedans, là. Ouais. On s'entend. Après, c'est des choses qui existent depuis longtemps avec les smartphones, hein. Oui, bah, tout à fait. Je veux dire, ça a toujours été ça. Siri a toujours tout envoyé dans le cloud, et c'est maintenant avec des smartphones plus puissants qu'on arrive à faire la À machine faire arrière localement. et Exactement. à traiter localement. Dis-moi, il y a une autre news en matière d'IA. Tu as vu ce truc? Ouais. Instagram va faire des commentaires générés par intelligence artificielle. Ouais, mais c'est Meta qui est en train de tester ça. Mais heureusement, je suis pas tombé sur ce genre de test-là parce que j'aurais dit n'importe quoi. Mais c'est donc Instagram qui a décidé de tester la possibilité de laisser des commentaires, donc de les générer avec l'IA. Donc, tu C'est-à-dire vois, tu regardes, tu vois une vidéo, ouais, tu veux dire un truc, tu ouais. même plus besoin de l'écrire, en fait. Tu même pas besoin de penser à ce que tu veux dire. Il y a un petit crayon qui est là, tu appuies dessus, puis il va te proposer des choses à dire sur la vidéo. Mais c'est bête comme ça parce qu'il peut analyser le contenu. Alors là, tu as même plus besoin tu sais, quand on parle de la paresse cognitive, là, Ouais. ben ça, Mmh c'est mh. tellement un bel exemple. Tu même plus besoin de te faire une opinion sur ce que tu es en train de voir. L'IA va le faire à ta place. Ouais, enfin bon, ça se fait déjà sur LinkedIn, hein, par exemple pour les réponses aux emails, et Ouais, je cetera. comprends.
Puis aussi dans Gmail, il y a déjà des Mmh. outils qui existent comme ça, mais quand même, tu sais, pour Oui. laisser un commentaire un peu un soit peu intelligent, en tout cas, Est-ce que ça va faire baisser le niveau d'insultes? Enfin, il y en a pas trop sur Instagram, on n'est pas non, sur X. Mais, voilà, est-ce que ça va assainir ou au contraire, ça va aseptiser, en ouais. fait, les commentaires? Mais, les gens qui regardent, qui sont beaucoup dans l'analytique, moi, j'ai hâte de voir, s'il va avoir un impact sur l'engagement. Oui. Est-ce que les gens vont laisser plus de commentaires parce qu'ils ont juste appuyé sur un bouton puis envoyé n'importe quoi? Ouais, ouais, non, c'est intéressant. Bah, écoute, je sais pas si, ce sera mieux, mais en tout cas, c'est amusant qu'ils le fassent. C'est une expérience sympa. Mais c'est fou cette paresse cognitive dont tu parles. Moi, j'ai fait un édito cette semaine justement pour dire que, bah, voilà, de plus en plus et on le sait depuis longtemps, les écrans nous rendent pas forcément intelligents, hein, scroller comme ça pendant des heures. Mais avec l'intelligence artificielle, avec l'IA, on va l'être encore moins. En fait, je pense que c'est pas l'IA qui va devenir plus intelligente que nous. C'est nous qui allons devenir plus bêtes que l'IA. Ouais. C'est ça le Ouais. problème. Là, tu parles de ton édito de vendredi, mais, Ouais, c'est ça. écoute, la veille, moi, j'avais vu un article de Bloomberg, qui est le patron de Bloomberg, qui, en avait assez de voir toute la technologie débarquer dans les écoles et lui, c'est un grand coup de cœur en disant: «Là, faudrait peut-être comprendre que la technologie doit pas remplacer ce qu'on utilisait avant, mais doit, assister, Ouais. compléter ce qui est là». Et effectivement, il y a comme une prise de conscience qui doit être faite, là. La techno doit pas venir tout enlever, tout C'est ça. arracher parce que la paresse Mais cognitive est au rendez-vous, là, au mais il coin de la f rue. mais il faut pas tomber ni dans un extrême ni dans l'autre, parce qu'il s'agit bien non plus de revenir à l'âge de pierre, on va pas se passer de ces outils-là. Le problème, c'est les utilisations déviantes, quoi. Ouais. Jérôme, tu me permets de faire une parenthèse? Quand Oui. on parle de l'âge de Pierre, Pierre, il avait quel âge exactement? Écoute, il était vieux, hein, il était malade aussi, donc Ah oui? ouais, ouais. Est-ce qu'il va mieux? On n'a plus Je de me suis nouvelles. toujours demandé, on l'âge de Pierre, mais il a quel âge, Pierre? C'est pas le même Pierre, parce que Ah, OK, Pierre, c'est un Pierre avec un P minuscule. d'accord. Cette blague est nulle, Bruno Guglielminetti. Elle est On très dirait du amusante. François Sorel. Ouais, mais C'est ben oui, et d'ailleurs, on le salue. Mais ça permet de passer au prochain sujet. ouais, c'est quoi? Ben, je sais pas, tu voulais parler de souveraineté, je pense? Oui, souveraineté quand tu nous tiens. Tu sais que c'est bah, évidemment que tu le sais puisque c'est, un gros sujet en Europe et puis qui a pris encore plus Heu, d'importance avec, le retour de Donald Trump et le fait que, bah, ça y est, les Américains sont plus nos amis en plus, hein. Ils sont plus les vôtres d'ailleurs non non plus. plus. Mais heureusement que nous, on reste, amis, Oui, Canada et France et Europe. ouais. Et donc là, en fait, c'est un truc très sérieux, hein. C'est une prise de conscience, c'est une lettre, de 90 grosses industries françaises, une centaine même de grandes entreprises, de défense notamment, Ouais. Airbus, Dassault Systèmes et cetera, qui ont, saisi la Commission européenne pour dire qu'il fallait prendre les choses en main et développer véritablement des technologies numériques souveraines. Ça passe par, de l'argent évidemment, donc ils appellent à la création d'un fonds d'infrastructure pour, soutenir, tout cela. En gros, ça veut dire, donnez-nous des technos, françaises et investissez dans les enfin françaises ou En européenne, européennes ouais. plus exactement. Parce qu'il y a un problème en Europe, c'est que la réglementation européenne interdit de privilégier les, entreprises européennes. Et du coup, on met tout le monde à égalité. Tu mets du Microsoft, du Google et puis des boîtes, bah, qui sont pas aussi avancées et à chaque fois, eh bien, les entreprises, Ouais, se font heu, coiffer, voilà, elles vont choisir les GAFAM pour s'équiper ouais. et cetera. Alors que aux États-Unis, c'est pas comme ça, puisque eux, ils se privent pas pour Ils appliquer priorisent les entreprises et ils américaines. priorisent encore Ouais, plus aujourd'hui, mais ils le ouais, faisaient déjà depuis longtemps. Aussi bien pour les grosses, infrastructures que pour les petites. Il y a ce qu'on appelle le Small Business Act, hein, qui ouais, oblige à faire appel aux petites entreprises américaines et puis même pour les grosses et c'est comme ça que, les géants de la tech sont devenus ce qu'ils sont. ouais. SpaceX, Tesla et cetera. Il faut pas oublier qu'Elon Musk est allé prendre de l'argent public. Heu Je pense qu'il est rendu à 32 milliards de dollars qui viennent des caisses, de l'État. Donc, Exactement. Alors ouais, il a fourni des choses en échange, hein. Il a fait oui, des fusées, il a fait des voitures, il a fait plein de trucs. Mais c'est mais ça a aussi été parce financé par les contribuables américains. c exactement, complètement. Ouais. Donc là, nous, voilà, c'est, Mais mais une ce prise de conscience supplémentaire, en fait. mais ce que je trouve intéressant, moi, dans cette déclaration ou cette lettre qui a été envoyée, c'est que d'habitude, on entend ça de la part des politiciens.
Ouais, Mais là, ce sont des gens du secteur privé qui disent: exactement. «Hey oh, c'est important là, qu'il y ait une prise de conscience et qu'on bouge parce que, ben, justement, la souveraineté du pays, et du continent est en jeu» et ça, moi, je trouve que c'est un geste fort, tu sais, de ramener, 90 entreprises là, dans un même document. Tout le monde n'a pas les mêmes intérêts, mais là, on voit finalement qu'il y a un truc. Puis d'autant plus que moi, cette semaine, quand j'ai vu ça passer, j'étais sensible parce que notre nouveau premier ministre, Mark Carney, il s'est rendu en Europe cette semaine pour justement, dans le cadre des accords militaires de défense et autres, s'assurer que les Européens, et la France aussi, parce qu'il est passé voir son bon ami Emmanuel Macron, euh, s'assurer que l'Europe était toujours là, prête à aider le Canada, mais aussi rappeler que le Canada était là pour jouer avec les Européens. Et Ouais. moi, donc j'ai été sensible à cet appel-là parce que Bien on sûr. a Non, la mais il y même a réalité. exactement. Aujourd'hui, il y a un axe, européano-canadien qui est beaucoup plus fort qu'avant, hein, je pense. Ouais, ah, tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, Et vous, il y a des choses, il se passe des choses aussi? Il y a une prise de conscience aussi, hein, chez vous? ouais, ben, tu m'amènes là. Écoute, on est sur un autre niveau, mais il y a une campagne qui a été lancée par un podcasteur de longue date canadien qui, là, est en train de balayer le pays et il a simplement invité les podcasteurs canadiens, en grande partie là, canadiens et anglais, à carrément ajouter à leur couverture de podcast, donc ce qu'on voit là, quand Ouais, on cherche sur iTunes ou Spotify un podcast, donc d'ajouter une feuille d'érable pour identifier que le podcast est canadien. Et la raison pour laquelle il a dit ça, c'est que quand on va sur les plateformes là, qui font l'agrégation de podcasts, ça commence. Depuis le début, c'est difficile de faire la différence entre un podcast canadien anglais et un podcast américain. Et là, ils se sont dit, ben là, quand on regarde les palmarès, on voit plus qu'est-ce que c'est. Et quand on demande maintenant aux gens, par solidarité, de consommer local et donc d'écouter des podcasts canadiens, on ne sait plus qu'est-ce qui est canadien et ce qui l'est pas. Alors, ouais, ils ont dit, en apposant la feuille d'érable, maintenant, rapidement, quand on voit sur un site d'agrégation ouais, de c'est pas bête. podcasts, on pourra voir. Oui, non, je trouvais que c'est Dis-moi, un beau geste. ils vont le faire aussi pour les podcasts francophones ou pas du tout? Parce que le problème, il se pose aussi pour les podcasts francophones. Quand tu cherches des podcasts qui parlent en français, Ouais. aujourd'hui, on ne sait pas si ça vient de France, si ça vient du Québec, si ça vient de Suisse, etc. Ouais, ben ça, c'est encore la belle surprise à découvrir quand on l'écoute. Mais, C'est pas faux. mais, Ouais. mais là, on parle vraiment d'un truc, écoute, c'est presque de l'ordre du politique, là, quand on est en train de faire ça entre le Canadien et les Américains. Mais le geste est symbolique, C'est mais le symbolique, geste est ouais, mais aussi fort, ouais. bon, Bruno, de quoi parles-tu cette semaine dans ton carnet? De quoi je parle? Ben, tu sais que Ubisoft sort un grand jeu vidéo. Oui, Ouais. absolument, un Est-ce nouvel que tu Assassin's Creed. Moi, je parle avec un des grands patrons du studio de Québec parce qu'il a été fait au Québec, ce Ouais. jeu-là. Donc, ça suit les grands thèmes et ça honore la culture japonaise. Et puis sinon, je parle avec l'animateur d'une nouvelle série de balado qui sort, qui est produite par Médecins du Monde. Mmh. Et c'est Pierre Craig, qui est un animateur, ancien animateur de Radio-Canada, qui s'est lancé dans une grande série de 6 épisodes où il rencontre des gens, donc des médecins et des infirmières qui ont décidé de donner de leur temps, de leur carrière pour aller aider les gens qui ont besoin d'aide. Super. Autant des migrants, autant des, tu sais, les gens qui partent de D'accord. l'Amérique du Ouais, Sud ouais. pour monter jusqu'au Canada. Là. Ouais. On parle à des gens comme ça. Il y a aussi des médecins qui sont en Afrique. Il y a des gens un peu partout. Et puis aussi, il y a des gens qui s'occupent des itinérants ici à Montréal. Donc, c'est une grande série humanitaire sur laquelle j'ai travaillé aussi. Alors, D'accord. je sais de ce que ça, à quoi ça ressemble. Et puis, c'est une entrevue avec Pierre Craig, qui est l'animateur. C'est vraiment intéressant. Puis, juste Super. l'entrevue avec Pierre Craig, c'est très touchant. Alors, imaginez quand on l'entend avec ses invités, ça vous arrache le cœur à l'occasion. Voilà. On écoutera ça. Salut Bruno, à la semaine prochaine. Ciao, Merci ciao. pour ta visite. Salut, bye. Et c'est avec ce nouveau petit jingle que j'ai le plaisir de vous présenter l'innovation de la semaine maintenant. Chaque semaine, un coup d'œil sur un fait innovant, particulièrement intéressant. Et l'innovation de la semaine se déroule dans le ciel
avec le lancement récent de nouveaux satellites européens. Il s'agit de la constellation Kinéis, que personne ne connaît, mais qui est pourtant un phénomène et une initiative à remarquer et à noter. C'était le 17 mars dernier, une fusée a décollé depuis une base de Nouvelle-Zélande, lancée par une compagnie néo-zélandaise, enfin plutôt américaine, mais née en Nouvelle-Zélande, c'est Rocket Lab. Voilà, c'est moins connu que SpaceX, mais ça existe. Et donc, cette fusée a lancé les 5 derniers nanosatellites, donc des petits satellites de la flotte Kinéis. Kinéis, c'est une société toulousaine et ce projet, c'est un peu le prolongement du système Argos. Tout le monde connaît les balises Argos, utilisées par les navigateurs. Et là, il s'agit en fait de bâtir une constellation dédiée aux objets connectés, ce qu'on appelle l'Internet des objets, l'Internet of Things, toutes sortes d'objets connectés. Par exemple, la détection des incendies de forêt, la gestion des ressources en eau, la surveillance des infrastructures énergétiques, le suivi logistique, etc., etc. Le premier satellite doit entrer en service le 1er juin 2025, commercialement. Voilà, donc c'est intéressant. Une constellation pour l'IoT, 100% française en ces temps de quête de souveraineté numérique, c'est toujours bon à prendre. Monde numérique, le meilleur de la tech. Et nous allons passer à la deuxième partie de cette émission. Comme chaque semaine, place aux interviews, aux invités de Monde numérique. Pour une fois, on va aller un peu en profondeur sur un sujet qui concerne surtout les entreprises. On va s'intéresser aux DSI, ces personnages clés de la technologie dans les entreprises. Je reçois l'organisatrice de l'événement Ready for IT qui aura lieu au mois de mai à Monaco. Mais avant cela, on va rester sur le thème de la souveraineté numérique et de l'Europe. Et on va prendre un peu de hauteur. Attention, ça va voler haut. Accrochez-vous avec 2 personnalités de premier ordre. Les interviews qui vont suivre sont proposées en version intégrale si vous écoutez Monde Numérique l'Hebdo Premium sur Apple Podcast et désormais aussi sur Spotify. Sinon, retrouvez-les en épisodes séparés long format la semaine prochaine sur toutes les plateformes de podcast. 2 invités pour cet épisode, 2 invités et non des moindres. Je suis ravi d'être en ligne avec, d'une part, Jean-Marie Cavada. Bonjour Jean-Marie. Bonjour à vous et bonjour à tout le monde. Ancien député européen, président de IDF Rights, qui, pour faire court, défend les droits fondamentaux numériques. Exact. Et avec nous également Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique. Bonjour Bernard. Bonjour Jérôme et rebonjour Jean-Marie. Alors, messieurs, vous êtes 2 parce que, eh bien, vous co-signez, en tout cas, vos organismes respectifs viennent de réaliser un rapport sur l'intelligence artificielle sous l'angle des enjeux pour les droits humains en Europe, qui sera présenté la semaine prochaine, jeudi 27 mars, à l'occasion d'une conférence débat que vous organisez à Paris. Alors, que dit ce rapport ? Est-ce que, face à la révolution de l'intelligence artificielle, les démocraties européennes sont particulièrement menacées parce que particulièrement vulnérables ? Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça, Jean-Marie Cavada ? Il s'agit de trier l'ivraie et le bon grain. Personne n'est contre l'intelligence artificielle dans l'absolu, mais à condition que les régulations fassent en sorte qu'elles ne détruisent pas les valeurs démocratiques sur lesquelles se sont bâties les démocraties européennes notamment, d'une part, et d'autre part que l'on puisse dans ces régulations bien avoir un œil aigu et surveiller les opérateurs. C'est pas l'intelligence artificielle en tant que soi qui me semble par moment menaçante, c'est quelque chose d'autre, ce sont les monopoles. Et je vais juste pour terminer rappeler une phrase assez simple, elle appartient au sénateur Sherman, à la fin du 19e siècle et début du 20e. Il a dit d'une chose extrêmement simple, les monopoles sont les ennemis des démocraties. On comprend ce que ça veut dire. C'est un excès de puissance qui fait que les monopoles finissent par attaquer les États. Bernard Benamou, c'est un problème économique aujourd'hui, cette menace finalement ? Oh, ce n'est pas qu'un problème économique, c'est aussi un problème politique. Je dirais que le rapport a été conçu et en partie rédigé avant l'élection de Donald Trump, mais par définition, le paysage a depuis beaucoup changé, y compris dans le fait, et c'est ce que l'on évoque dans le rapport, c'est que pour la première fois, l'Europe, les démocraties européennes, sont la cible de 3 empires. L'empire russe,
on le voit tous les jours, y compris d'un point de vue cyber, surtout peut-être. L'empire chinois, qui même s'il est plus discret sur le front, je dirais sur le front des attaques contre les démocraties, commence à manifester son intérêt pour justement les manœuvres de désinformation, de déstabilisation. Et enfin maintenant, les États-Unis. C'est-à-dire qu'auparavant, on n'aurait jamais pu écrire que les États-Unis puissent devenir un adversaire des démocraties européennes. Or maintenant, l'IA constitue un outil de démultiplication de la puissance, de la force de frappe des grands acteurs américains et en particulier de l'État américain, comme jamais auparavant. On a fait état dans le rapport d'initiatives utilisant l'IA afin effectivement de créer des robots de désinformation qui ne coûtent strictement rien, qui coûtent quelques centaines de dollars par mois, là où vous vous souvenez des officines de Prigojine, les fermatrolls russes, demandaient des développeurs, des petites mains, des psychologues, du matériel, des serveurs, toute une infrastructure, donc quelques centaines de milliers ou millions de dollars à chaque fois. Là, maintenant, on est capable de faire la même chose pour quasiment rien. Et en plus, la nouveauté, c'est que grâce à l'IA générative, on est capable de donner l'impression que les personnes vous répondent. Enfin, que le robot est une véritable personne et qu'il vous répond. Donc, il y a, je dirais, sur le fond, on a une démocratisation de ces outils au plus mauvais sens du terme, au plus dangereux sens du terme, qui fait que des structures infiniment petites, agiles et sans moyens sont capables d'avoir une influence. On l'a vu avec le discours de J.D. Vance sur la Roumanie, vous savez, les élections roumaines, en particulier à cause de TikTok, qui ont effectivement mobilisé quelques centaines de milliers de dollars, donc des sommes qui n'étaient pas énormes, et qui ont eu un impact considérable sur l'élection sur place. Donc, nous ne sommes pas du tout à l'abri, et on le voit, sur effectivement toutes les manœuvres que peuvent engendrer des entités hostiles, qu'elles soient religieuses, politiques, étatiques, ou même des entités privées. Jean-Marie Cavada, vous dites il faut de la régulation, mais on en a de la régulation maintenant. On a l'AI Act, on a eu le DMA, on a le DSA. On a l'impression qu'on a un arsenal j'allais dire infernal, parce il a aussi un petit côté infernal. Il a un petit côté très coercitif, qui risque aussi d'entraver, qui peut entraver l'innovation d'une certaine manière. Vous en voulez encore plus ? Cher Jérôme, prenons de la hauteur sur cette affaire. Il y a de la régulation et parfois même un excès de régulation parce que quand il n'y a plus de pouvoir politique central, souvenez-vous du Covid, absence de pouvoir politique central, puis tout d'un coup, l'actuelle présidente de la Commission européenne, qui exerçait son premier mandat, a dit « Moi, j'achète au nom de l'Union des masques et des vaccins pour tout le monde. » C'est ce dont nous avions besoin, c'est ce qui a marché, c'est ce qui nous a protégés. Elle avait excédé ses pouvoirs. Normalement, les traités ne lui attribuent pas ce pouvoir. Absolument. Là, actuellement, le pouvoir politique, c'est-à-dire celui de la réflexion stratégique. Qu'est-ce qu'on va faire de ces outils? Comment va-t-on faire en sorte de s'en servir pour développer les valeurs de nos démocraties, construites après la Deuxième Guerre mondiale et ses désastres? Il n'est plus là. Il n'y en a plus. Depuis Jacques Delors, Kohl et Mitterrand, le pouvoir politique central de l'Union a disparu. Et l'Union, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle fait? Sous prétexte de régulation, elle fait surtout une production, je dirais, surabondante de normes, de choses comme ça. Et naturellement, quand il n'y a pas de pouvoir politique, les lobbies s'exercent. Comme elle veut contenter les utilisateurs, ou bien ceux qui défendent les valeurs, ou bien aussi faire plaisir, ne pas tout à fait être hostile aux grands monopoles. Qu'est-ce que fait la Commission européenne? Elle saucissonne ce qui devrait tenir en un ou d'autres textes. Il y a trop de normes et il n'y a pas la vraie régulation dont nous avons besoin. Il faut qu'à l'intérieur, et j'en termine par là, des régulations, 2 ou 3, il faut qu'à l'intérieur de ça, les valeurs européennes qui ont servi à construire nos systèmes sur lesquels nous vivons soient inclus dedans. Mais c'est pas la peine, en effet, d'aller produire des normes tous les matins et tous les soirs, parce que ça, c'est critiquable. Bernard Benamou, vous êtes d'accord? Entièrement d'accord. C'est-à-dire que on a malheureusement 2 mains dans l'action publique ou dans l'action politique. L'action de régulation, je dirais la main droite, et l'action de prescription, c'est-à-dire l'action d'achat et d'orientation stratégique de la puissance publique. Et il se trouve que ces 2 mains disent exactement le contraire l'une de l'autre. C'est-à-dire que on a surrégulé et on n'a pas pensé qu'il fallait une véritable politique industrielle. On me disait souvent, quand j'étais à Bercy, le mot politique industrielle, c'est un mot du XXe siècle. Aujourd'hui, c'est le marché et le marché seul. Ce que disent encore certains ultralibéraux, y compris à Bruxelles. Mais il se trouve que l'on voit bien que même des militants européens historiques comme
Mario Draghi ou Enrico Letta, se détermine aujourd'hui pour une action de rattrapage qui demandera une action et une politique industrielle forte avec un investissement européen. Ce que réclame Mario Draghi, c'est 800 milliards d'euros par an, c'est-à-dire 5% de la richesse européenne tous les ans. C'est considérable. C'est étrangement la même somme qu'a mis en avant Ursula von der Leyen pour le réarmement militaire. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Merci d'avoir fait le débat avant le débat dans Monde Numérique. Le vrai débat, entre guillemets, il aura lieu donc jeudi prochain, 27 mars, à l'occasion de cette conférence débat que vous organisez à Paris. Et il y a les renseignements sur le site à la fois de l'Institut pour les droits fondamentaux que vous présidez, Jean-Marie Cavada, Institut IDF Rights. idfrights.org. Voilà. Et souveraineténumérique.fr, qui est effectivement le site de l'Institut. Voilà, merci également Bernard Benamou. Merci beaucoup à tous les deux. Bonjour Maria Iacono. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'événement Ready for IT qui aura lieu à Monaco du 20 au 22 mai 2025. Cet épisode est réalisé en partenariat avec Ready for IT. On va parler des DSI, on va parler de ces directeurs de systèmes d'information, on dit aussi, on disait directeur informatique, ou en anglais, plus à la mode, ouais, ça se dit plus. En anglais, Chief Information Officer, ça se dit voilà, toujours ça. Va. Voilà. La tendance à l'anglais, ça marche. Et en particulier, ces professionnels dans les entreprises de taille intermédiaire, les ETI. Vous allez nous expliquer leur rôle, les défis qui les attendent en 2025 et donc dont il sera question au Salon de Monaco au mois de mai. D'abord, un mot de ce salon, c'est la 6e édition. De quoi s'agit-il exactement? À qui ça s'adresse? Alors, le premier mot, c'est interdiction de parler de salon. Eh ben voilà. Voilà, on commence comme ça, mal. C'est fait. Alors, c'est quoi si c'est pas un salon? C'est un événement one-to-one. Donc, c'est une rencontre d'affaires, un grand format, du networking. Donc, c'est 2 jours compacts de rendez-vous entre frères de solutions et DSI, justement. Donc, j'y tiens parce qu'en fait, à un salon, on peut s'inscrire tout simplement et il y a beaucoup de valeur dans les salons. Mais notre format, c'est tout autre. On sélectionne des participants selon les projets d'investissement qu'ils ont au sein de leur structure. Donc, il y a vraiment un côté business qui est très important, qui est au cœur de l'événement, mais aussi stratégique en termes de contenu, d'où l'étude dont on va parler, parce que le nerf de la guerre, avec Ready for It et avec cet événement que nous menons depuis 6 ans, on va être à la 6e édition dans 2 mois, le nerf de la guerre, c'est comment accompagner au quotidien le travail des DSI, des ETI françaises. C'est quoi une ETI? Rappelons un peu le basico-basique. On est dans une définition très large, parce qu'on peut aller jusqu'à moins de 5000 employés, donc la définition est très large. Ce qui est important de retenir, on a presque selon l'INSEE, 7000 sociétés en France éparpillées sur le territoire français. Oui, et ce qu'il faut retenir, c'est non seulement la quantité, mais c'est surtout justement le point économique. Parce que notre territoire français est un réseau d'ETI qui sont indépendantes les unes des autres, mais qui sont aussi dépendantes des grands groupes, des grands comptes, parce que soit en forme de filiale, soit en forme de prestataire de services. Donc, il y a un réseau qui est très important pour la France. Donc, et dans tous les secteurs, évidemment. Et dans tous les secteurs, bien évidemment, qui ont été, ces entreprises ont été sous le radar spécial chez Ready for It dernièrement, d'où leur fragilité, parce qu'il y a eu une recrudescence des attaques, des menaces autour de ces structures. Et donc, notre attention depuis 6 ans s'est portée envers le travail de ces DSI pour les accompagner, non seulement, bien évidemment, au niveau de la défense, mais dans la totalité de leur travail au quotidien. Voilà, c'est ça le travail d'un DSI, finalement. C'est protéger et puis avoir une vision stratégique, aider l'entreprise à travailler. Et figurez-vous que ce travail, il évolue de plus en plus. Bien c'est sûr. Justement notre étude qui nous a pas mal éclairci là-dessus. C'était déjà le cas dans notre étude du marché des ETI françaises. On avait déjà remarqué depuis 2 ans des bousculement vraiment au niveau du rôle du DSI. De plus en plus, le DSI a été projeté au devant de la scène, parler avec des investisseurs lorsqu'une entreprise est rachetée pour prouver la solidité informatique et de sécurité, bien évidemment, de l'entreprise, mais aussi le côté green, le côté RSE. Donc, il y a eu des évolutions parce que le marché économique français, ce réseau dont on parlait,
a évolué. Donc, c'est une tendance, un métier qui bouge depuis 2-3 ans. Et notre étude nous a éclairci encore plus sur les défis de 2025. Alors, parlons-en justement de cette étude que vous avez fait réaliser en prévision de l'événement de Monaco. Vous avez intitulé ça « Le grand saut ». Oui. De manière emblématique, provocative. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout d'abord, on a voulu évoluer dans la mise en place de la 6e édition de Ready for It de manière factuelle. On a voulu vraiment commander une étude à une société sérieuse comme PAC, exclusive pour nous, pour dire, pour cette 6e édition, les contenus qu'on va exposer, tout ce dont on va parler, c'est vraiment basé sur du factuel, sur une vraie connaissance du marché. Donc, on a mené cette étude qui nous a porté justement à comprendre au mieux les défis de cette année. Et le titre de cette étude a tellement été emblématique qui a donné le fil rouge de toute l'édition. Et donc, c'est Le Grand Saut. Comme je disais, titre emblématique, provocateur un tout petit peu, parce que Le Grand Saut, quelque part, il y a Le Grand Saut, c'est inspirationnel, il y a une évolution, mais le grand saut vers où ? Donc, c'est une manière pour nous d'être face à la réalité de l'inspiration de cette évolution que les ETI françaises sont en train de vivre cette année sous le contexte de la pression économique globale, mondiale et géopolitique. Mais de l'autre côté, ce grand saut, s'il n'est pas préparé, on ne sait pas où il va mener. Donc, il peut y avoir un manque de visibilité qu'il faut combler. Il faut combler ce manque de visibilité pour aider nos DSI et nos organisations à sortir de cette année assez complexe. On voit bien que la mission des DSI aujourd'hui, elle est 360. Quoi. Éclatée. Et de plus en plus, je vous parlais du fait qu'on a vu évoluer ce poste, ce job, sur les 2-3 dernières années. Il était plus projeté avec le COMEX, avec les investisseurs, avec les gens, pour prouver vraiment comme une brique hyper fondamentale des organisations. Là, ce que notre étude a révélé sur la pression économique de 2025, le métier du DSI est en train d'évoluer plutôt vers un modèle de business partner de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il est fini de penser qu'un DSI peut être juste gestionnaire des infrastructures, en mode « j'essaie de ne pas trop dépenser et la vie est belle », c'est fini, c'est dead. Aujourd'hui, le DSI doit contribuer à la marge, au ROI, au business, par ses infrastructures, par ses logiciels, par l'IA, par tout cela, il doit contribuer à la concurrence, à dépasser la concurrence, à prouver au métier, à donner plus de gains au métier, de productivité. Et là, on va vraiment un changement total parce qu'on passe de l'ancien ingénieur qui devient vraiment un directeur commercial, un manager qui sait aussi fédérer au sein de toute l'entreprise parce que certains choix sont aussi de contraintes, surtout au niveau des menaces, parce que n'oublions pas, nos ETI françaises, ici, elles ont vécu des moments de difficulté au niveau des attaques parce qu'il n'y avait pas assez de maturité sur la défense informatique. Donc, il y a aussi ce rôle de fédérer l'entreprise, fédérer le COMEX, fédérer les dirigeants pour prouver qu'il faut anticiper aussi au niveau des attaques. Donc, c'est un rôle 360. Personnellement, je le trouve très enthousiasmant. On voit. Voilà, on le voit et on est très, très attaché à Ready for It parce qu'on a ce rôle auprès de la communauté. Mais bon, il ne faut pas se louper, il ne faut pas rester dans des méthodologies de travail qui seraient dépassées. Parce que le deuxième constat de l'étude, des interviews diverses et variées qu'on a faites, c'est justement que la vitesse technologique, la vitesse concurrentielle, donc liée technologie, IA et concurrence, fait que du coup, aujourd'hui, on implante un système, dans une semaine, il est mort, il est déjà dead. Donc, il faut être dans l'anticipation constante. Quand avant, on ne réfléchissait qu'en mode stratégique, plan stratégique, sur 3 ans, présenté, validé. Aujourd'hui, certes, il faut toujours être... C'est comme les politiques, en fait. Voilà. Tout s'est accéléré et il faut faire En fait, si on n'est pas dans l'anticipation et dans ce constat attentif sur les technologies qui arrivent de manière constante, si on n'implémente pas des modes agiles de manière ample et pas juste en silo sur un projet, on est perdu face à la concurrence parce qu'on perd le terrain et c'est toutes les semaines. C'est une vraie forte pression, du coup,
au sein de l'entreprise que subissent nos DSI. D'ailleurs, ils le disent dans votre étude, que vous citez des professionnels qui disent on doit réapprendre notre métier aujourd'hui. Il y a un moment de changement total et le réapprendre, en plus en vitesse, en plus avec une pression économique qui est assez lourde. Bon, donc il faut de l'agilité et il faut savoir prendre des risques aussi, j'imagine. Absolument. Il faut prendre des risques pour investir sur les bonnes technologies. Sur les 2 dernières années, on a eu l'invasion des nouvelles technologies menées par l'IA générative. C'est un vrai sujet qui est ressorti à l'étude et j'ai été assez surprise sur tout cet angle. En 2025, de par la pression économique dont nous témoignons, l'IA générative, les projets d'IA générative devront de plus en plus prouver leur ROI. Sinon, ils vont être juste stoppés. Donc, il y a un nouvel angle. Alors, ROI, donc que ça serve à quelque chose, que l'argent investi... parce que les investissements... Parce qu'au début, on a investi pour voir un peu ce qu'on pouvait faire avec. Maintenant, au bout de la première, deuxième, troisième année, il faut prouver que ça rapporte. La contribution à la marge, la contribution au business, ce n'est que dans cet angle-là que l'IA aura une nouvelle version, donc une vraie remise en question de tous ces nouveaux process qui sont en train d'arriver. Il n'y a pas que le DSI qui est en jeu dans ce cas-là. Je veux dire, il met des outils à disposition des collaborateurs. Il faut que les collaborateurs sachent l'utiliser, éventuellement soient formés, etc. C'est même plus complexe parce que si on parle d'outils d'IA générative, il y a ceux que le DSI apporte, mais aussi ceux que les métiers, le business apporte. Et donc, il y a une complexité parce qu'à un moment donné, c'est qui le décideur ? C'est le DSI, c'est les métiers, c'est le business. Donc, il y a un vrai rôle de compromis entre les structures diverses avec une grande problématique, c'est que souvent, des nouveaux logiciels menés par les métiers n'ont pas eu le check de sécurité qu'un DSI peut faire. Donc, il y a encore une complexité parce que le DSI ne peut pas juste accepter ce que vient des métiers, il faut coopérer avec parce que... Les métiers, c'est-à-dire des les directeurs marketing, directeurs marketing, directeurs des ventes qui amènent de nouveaux logiciels pour aller plus vite, pour vendre plus vite. Qui peut-être de leur côté travaillent sur ChatGPT, sur leur ordinateur personnel. Et là, il y a une porte, il y a une faiblesse, il y a une menace potentielle à l'entreprise en termes de cybersécurité. Donc, le DSI doit être là. C'est ambivalent parce que d'un côté, le DSI doit être là. On lui dit, tu dois contribuer au ROI et donc être un business partner. Mais de l'autre côté, si les outils qui arrivent peuvent mettre en danger la société, l'organisation, c'est son job aussi de freiner tout en aidant les ROI. Donc, il y a une ambivalence qui doit être faite avec un grand rôle de ne pas céder à la pression, tout en prouvant sa propre capacité à contribuer au ROI dans tout ça. Voilà, Ready for It à Monaco du 20 au 22 mai. Merci beaucoup. Un grand merci de m'avoir accueilli. Merci à vous. Bonne continuation. C'est la fin de cet épisode de Monde Numérique, l'hebdo du 22 mars 2025. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, j'étais ravi de passer ce moment avec vous. Surtout, avant de partir, n'oubliez pas, si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast, de cliquer sur les 5 petites étoiles pour favoriser le référencement et la visibilité de ce podcast. Vous pouvez faire la même chose également sur les plateformes qui l'autorisent, notamment Spotify et d'autres. Vous pouvez également laisser des commentaires. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails parce que chaque plateforme a ses spécificités. Maintenant, sur Spotify, on va pouvoir bientôt mettre des emojis, par exemple. Et puis sur d'autres, on peut laisser des commentaires sur l'ensemble de l'émission, mais pas sur un programme en particulier. Mais dans tous les cas, vous pouvez également écouter tous ces épisodes sur le site mondenumérique.info. Abonnez-vous également, si vous le souhaitez, à la newsletter de Monde Numérique, qui est un petit peu la version écrite de tout ce que vous écoutez là. Mais parfois, on va même plus loin et vous retrouverez notamment toutes les interviews au jour le jour. N'hésitez pas à parler de ce podcast à vos amis, à les inviter, à les inciter à écouter, à s'abonner. Vous êtes ambassadeurs de Monde Numérique et je vous en remercie. On se retrouve la semaine prochaine. Ne ratez pas ce week-end sur la chaîne YouTube de Monde Numérique l'interview de Clément Delangue de Hugging Face en version vidéo. Donc c'est l'occasion de l'écouter ou de la réécouter si vous l'avez suivi déjà en version audio. Je vous retrouve la semaine prochaine, je vous souhaite une très bonne semaine pleine de tech. Salut.